la grande pensée de Ferry, c'était ses lois scolaires. Et encore aujourd'hui, je sais qu'il ne faut pas blaguer sur Ferry, et qu'il y a des gens qui vous disent, oui, tout de même, c'est Ferry qui a établi les fameuses lois scolaires en France, c'est-à-dire, pour l'enseignement primaire, la gratuité, l'obligation et la laïcité de l'enseignement. Et je reconnais que c'est un travail sérieux. Il fallait lutter contre l'analphabétisme, qui est encore très répandu en France. Je ne dis pas qu'il était à 75%, mais il était bien à 40% au moins. Et bien, grâce maintenant aux instituteurs et à ces lois scolaires de Ferry, il ne va plus, ou presque plus, y avoir d'analphabétisme. En 1900, par exemple, lorsque les soldats arrivent à la caserne et qu'on fait le pointage de ceux qui ne savent ni lire ni écrire, il n'y en a plus que 2%. Là, beau travail. D'autre part, il était indispensable que Ferry fît la laïcité. Savez-vous qu'à ce moment-là encore, les instituteurs étaient obligés de faire réciter aux enfants leurs prières, même aux enfants qui n'étaient pas catholiques. Ben, père et mère avaient beau protester, les enfants devaient réciter leurs prières et l'instituteur avait obligation de vérifier que les enfants allassent bien à la messe le dimanche. C'était évidemment intolérable. Alors il est très naturel et très noble que Ferry ait fait ce qu'il a fait. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est l'arrière-pensée qu'il poursuivait Ferry. Et ça, presque jamais on ne le dit. C'est pour ça que je tiens beaucoup à vous l'expliquer. Ferry est un homme intelligent. Il se rend compte qu'il y a des dangers sociaux qui grandissent. En 1880, on avait laissé revenir les communards. L'amnistie avait été d'abord partielle, puis en juillet 1880, c'est une amnistie totale. On va voir revenir des gens qui arrivent de Nouméa, de la Nouvelle-Calédonie, en fait des tas d'exilés, parmi lesquels il y a des types très dangereux comme Gilles Vallès. Gilles Vallès qui va se mettre à attaquer très violemment Gambetta, parce que Gambetta a osé dire « il n'y a pas de question sociale ». À quoi Vallès va répondre « comment il n'y a pas de question sociale, il n'y en a pas d'autre ». On a vu d'autre part des signes dramatiques. On avait vu Blanqui, vous savez, l'enfermé Blanqui, enfin le révolutionnaire le rouge, qui avait été élu dans une élection partielle à Lyon, et on avait vu Gambetta lui-même, qui dans sa circonscription de Belleville, s'était trouvé aux prises avec une partie de ses électeurs, il les avait appelés ilotes ivres, il avait dit « je saurai vous retrouver jusqu'au fond de leur repère ». Enfin, vous voyez que ça allait assez mal du point de vue social. Alors Ferry est un homme qui réfléchit, et qui va essayer de refaire ce qui s'était produit en France en 1850. 1850, c'était le lendemain des journées de juin 48, vous savez, c'était la première leçon donnée au prolétariat, on avait tiré à coups de canon sur les maisons ouvrières, et Cavaignac s'était couvert de sang et de gloire dans cette répression. Et bien, au lendemain des événements de 1848, un homme intelligent qui s'appelait M. de Falloux avait dit, mais pour le présent, ça va, la classe ouvrière est matée, elle ne bougera plus. Mais quand on est sage, il faut penser à l'avenir. L'avenir, c'est l'instruction, c'est la jeunesse. Hein. Alors il avait fait la loi, dite la loi Falloux, donc vous savez ce qu'elle était, j'en ai parlé la dernière fois, c'était une loi qui mettait tout l'enseignement primaire et secondaire entre les mains et sous le contrôle de l'Église. Et ce que l'on demandait à l'Église, naturellement, c'est avant tout de faire bien son travail. Et son travail, c'est d'apprendre la résignation au début. De leur dire, vous savez, quelle chance vous avez, ah, vous n'êtes pas très heureux sur la terre, mais alors, de l'autre côté, quelle prodigieuse récompense. Et ça avait marché pendant un certain nombre d'années. Malheureusement, entre 1850 et maintenant 1880, où nous sommes avec Ferry, l'évolution s'est faite, les gens y croient de moins en moins, l'audience du curé est minime, l'histoire du paradis, ça ne marche plus sur beaucoup de gens, il faut trouver quelque chose d'autre. Alors Ferry va substituer l'instituteur au curé. Le curé restera, il lui donnera la permission de faire son enseignement, même les enfants auront obligation d'avoir leur congé le jeudi matin pour suivre les leçons de catéchisme, on ne persécutera pas l'Église, mais les instituteurs recevront des ordres très précis sur ce qu'ils ont à apprendre aux enfants. Alors ce que je vais vous dire a l'air d'un paradoxe invraisemblable, et je suis sûr que c'est vrai, Ferry, son vrai nom, c'est le Falloux laïque. Et pour vous apporter la preuve de ce que je vous dis, ce que Ferry entend exiger des instituteurs, je vais vous apporter deux petites citations. Voici une qui est tirée d'une petite histoire, petites histoires au pluriel, pour apprendre la vie, qui est un manuel qui est répandu dans toutes les écoles primaires et qu'on doit faire apprendre aux enfants. Il est signé Pierre Laloy, c'est un pseudonyme. En réalité, c'est Ernest Lavis, qui fera une grande carrière d'historien, qui finira couvert de prébendes et académicien. Et il met en scène là un vieux savetier, qui s'adresse à son petit-fils, je crois, un jeune qui est tenté par le socialisme. Et il lui dit, ce qu'il faut surtout recommander à l'ouvrier, c'est l'ordre, c'est l'économie. Par là, on s'élève. Oh, pas tout d'un coup, bien entendu. Mon père n'avait rien, j'ai quelque chose. Mes enfants, s'ils font comme moi, doubleront l'argent que je leur laisserai. Et mes petits-enfants seront des messieurs. C'est ainsi qu'on s'élève dans la société. Vous avez compris le jeu, hein? Autrefois, on leur disait paradis à la fin de vos jours. Maintenant, on leur dit si vous êtes bien sage et bien docile et bien obéissant, eh bien, vous accéderez à cet autre paradis un peu plus concret qu'est le paradis bourgeois. Ferry est un homme qui ne cesse de répéter faites des économies aux ouvriers. Parce que vous savez, le capital, c'est du travail accumulé. Il y a un humoriste, enfin d'humour noir, dira à ce moment-là, oui, c'est entendu, ce travail accumulé, seulement comme on ne peut pas tout faire, il y en a les uns qui travaillent puis les autres qui accumulent.
Écoutez le deuxième texte. Le deuxième texte, c'est les instructions de Péco. Péco, c'est un inspecteur général qui travaille au ministère. Instructions au président de l'association des instituteurs de la Seine. Ce qu'il faut que vous appreniez avant tout aux enfants du peuple, c'est la tempérance, la sobriété, l'économie rigoureuse, la privation obstinée des commodités de la vie et des plaisirs. Je crois que c'est clair, hein. Ce qu'il veut, c'est un dressage. Ce sont des instituteurs qui seront des prolétaires en veston, car ils sont très mal payés, des prolétaires en veston qui seront préposés au dressage des prolétaires en blouse. Et la plupart de ces pauvretés ne se rendent pas compte, vous savez, ils sont républicains, ils y croient à la République. Péguy les appellera les hussards noirs de la République. Et il y a eu des générations d'instituteurs très mal payés, pleins de dévouement, parce qu'ils pensaient à une République avec majuscule sans se douter de ce qu'on leur faisait faire. Ferry, c'est un homme en or, vous savez, pour le capitalisme, en or. C'est celui qui a organisé de nouveau des conventions avec les compagnies de chemin de fer qui avaient été des terrains boyeux sous Louis-Philippe, et il va remettre ça à des voies latérales. Et c'est aussi Ferry, enfin le gouvernement des opportunistes, comme on disait, qui avait décidé, à l'applaudissement et à la satisfaction du patronat, la suppression du repos hebdomadaire, parce que le repos du dimanche a, comme vous le savez, une fâcheuse odeur religieuse.